Le quatrième pupitre nous raconte la manière dont les hommes de la 10e compagnie de l'armée secrète ont affronté la 2e division d'Asreich au rond-point de la Vitarelle, près de Montèche, les 19 et 20 août 1944. Moi aussi, j'ai pris les armes, alors suivez-moi à la Vitarelle. Le 14 février 1943, la Wehrmacht s'installe à Montèche, réquisitionnant le château de Cadars, les écoles, les hôtels Salers et Notre-Dame, et de nombreuses habitations. Tout près, la forêt est particulièrement bien placée pour y cacher des dépôts d'armes et de carburant, puisqu'elle est située entre le canal latéral à la Garonne, la ligne de chemin de fer Toulouse-Bordeaux et la route nationale 113. Le long de l'allée centrale, qui la traverse de part en part, s'alignent de nombreuses baraques en bois, avec un plancher pouvant supporter de 20 à 30 tonnes de munitions. Au sud de la forêt se trouve le dépôt d'essence de Montbartier. L'accès à la forêt est strictement interdit à tout civil, sauf ceux autorisés à y travailler. Le résistant Pierre Delos, qui est obligé de traverser la forêt en suivant l'allée centrale pour distribuer le courrier, en profite pour mémoriser les différents baraquements. Ces baraques et les dépôts d'essence de Montbartier sont bombardés le 25 juin 1944 par la mission anglo-américaine 441, regroupant des bombardiers B-17 et des chasseurs P-39. En France, le mois de juin 44 marque un tournant pour la 10e compagnie de l'armée secrète. Le 1er juin, à 13h30, le message « Messieurs, faites vos jeux » est reçu. La constitution des maquis est ordonnée. Des parachutages dans les jours à venir sont prévus afin d'armer les 9, 10, 11 et 14e compagnies. Cyrien Bosc entreprend à bicyclette la tournée des responsables de secteur et leur donne rendez-vous à la ferme de Sérignac. L'opération Overlord est fixée au 6 juin par le général Eisenhower. L'annonce à la radio de ce débarquement en Normandie précipite les événements. Ce même jour, les groupes de Montèche, avec à sa tête Pierre Fourcade et Pierre Delos, et celui de Fignan, avec Alexandre Besse et Marius Billeran, arrivent au cantonnement des Bertheillès. Le 9 juin, les gendarmes de la Vitte refusent d'obéir à leur hiérarchie, leur ordonnant de rejoindre la caserne de Cassel-Sarrazin. Afin d'éviter les représailles sur leurs familles, ils organisent une simulation d'attaque pour se faire prisonniers de la résistance. C'est ainsi qu'en début d'après-midi, ils réquisitionnent un camion de transport, embarquant des armes, des mousquetons et des bicyclettes. À la gare d'Ascq, le camion est bloqué par les maquisards qui simulent comme convenu cette attaque. Mais le chauffeur de camion, ignorant l'accord passé la veille, accélère soudainement, forçant les maquisards à cribler de balles les roues du camion. Une fois en sécurité dans le bois d'Artèche, les gendarmes demandent au chauffeur de rester discret et lui promettent un bon de réquisition qu'il recevra à la Libération. Le 15 juillet, un groupe de l'Union nationale espagnole, sous le commandement de Vincent Chavelli, rejoint le maquis des Carottes pour unir leurs forces à celles de la résistance française. Ainsi, un même combat unit les républicains espagnols, les gaullistes, les communistes et les socialistes contre les nazis. Sur la carte suivante sont représentés en bleu les lieux de regroupement des maquisards et en rouge les zones d'action et de combat. Dans la nuit du 14 août débute avec l'opération Dragoon le débarquement de Provence. Durant les 2 journées suivantes, des troupes américaines, canadiennes, anglaises et françaises, commandées par le général Delattre de Tassigny, débarquent sur les côtes. L'état-major allemand décide de déplacer les troupes de la division d'Asreich vers le couloir rhodanien pour contrer l'avancée des Alliés vers l'Allemagne. Les régiments venant de la région d'Agen doivent suivre la RN 113 et contourner Toulouse, car depuis le 19 août, les maquisards libèrent la ville rose. Ensuite,
Ces régiments reprennent la 113 pour arriver à Carcassonne, mais cette route est saturée par des unités allemandes composées de piétons, de cyclistes et de véhicules. Ces mêmes jours, illustrés par cette carte, des villes importantes comme Montpellier, Nîmes, Narbonne, Carcassonne sont libérées. Le 20 août, les forces allemandes arrivent vers Nîmes et tentent de traverser le Rhône. Mais ils sont vite bloqués par des forces alliées, si bien que très peu de divisions allemandes arriveront à Lyon. Le 16 août, André Brunel annonce à ses hommes: La vie de Maquis est terminée. Il faut passer à l'attaque, combattre sur notre sol. Leur mission est de protéger les 3 ponts sur la Garonne, de Saint-Aignan, dit des Trescasses, de Belperche et de Bourrette. À Saint-Aignan, par manque d'armes, les résistants forment des abattis pour barrer le passage. À Belperche, avec Roger Foncrose et Georges Brûlé, ils installent un fusil-mitrailleur. Joseph Auger fait de même à Bourrette. Le 16 août 1944, les Allemands incendient le parc à essence de Caillaux, au cours duquel Madame Virginie Dolorto est mortellement blessée de 2 coups de pistolet tirés par un SS. Elle décédera le 7 septembre des suites de ses blessures. Le 18 août 1944, à la limite des communes de Campsasse et de Montbartier, les troupes allemandes capturèrent les maquisards Mercadier, Muller et Escafre. Les 2 premiers furent tués et seul Escafre réussit à s'évader. Mais ayant en main la carte d'identité d'Escafre, les Allemands se rendirent au château de Montbeton, où logeait sa famille qui, prévenue, s'était enfuie. Les Allemands saisirent alors 3 domestiques, Marius Touron, Manfioretti et Pierre Chapenoir, ainsi qu'un jeune homme d'Albefeuille-Lagarde nommé André Blanc. Sous le commandement du capitaine Korn, ils furent abattus à la mitraillette. Seul le jeune Manfioretti, gravement blessé au bras, réussit à se sauver. Le 19 août, à Castel-Sarrazin, Guillaume Mézama est assassiné par un Allemand qui lui dérobe sa bicyclette. Le 20 août, Célestin Pessier et Théodore Dreuil sont tués à Saint-Porquier et des maisons y sont incendiées. 10 civils sont alors faits otages par les Allemands qui les relâchent à la sortie d'Escathalins. Catherine Clamins est alors tuée dans un champ. Ce même 20 août, à la Vitarelle, seront brûlées la maison L'Espiau et de nombreux paillets ou meules de paille. Le 28 août 1944, les cadavres de Lucien Lespinay, originaire de Négropolis, et de André Joigny, originaire de Montricou, étaient découverts dans un champ près de Montbartier. Mortellement blessés le 17 juillet, ils avaient été enterrés vivants, selon le docteur Parrot de Montèche. Ils furent exhumés et les FFI de Montèche leur firent d'imposantes funérailles le 29 août. Joseph Auger et son groupe de garde au pont de Bourrette apprennent que les Allemands évacuent Montèche en incendiant l'usine de cellulose et le château de Cadars. 2 véhicules, le premier conduit par Raphaël Bach, un fusil mitrailleur fixé au toit, quittent alors Bourrette pour se rendre à Montèche. Arrivés au croisement de la Vitarelle, Joseph Auger et Marc Cotas descendent pour analyser la situation et c'est alors qu'un convoi allemand de 3 camions arrive d'Escathalens. Aussitôt, le fusil mitrailleur, servi par Henri Serrand, ouvre le feu. Au même moment, Joseph Juarez lance 2 grenades sur le camion-citerne qui s'embrase aussitôt. Une courte fusillade s'ensuit. Les Allemands prennent la fuite. Certains sont tués, d'autres sont faits prisonniers. À partir du 19 août, une colonne allemande de 3000 soldats s'étire le long de la nationale 113 depuis Saint-Porquier. Au matin du 20 août, une demande de reddition a été envoyée par le maquis de la Vitte
au commandant de la colonne allemande. André Brunel et Harry Serge attendent sa réponse, qui sera négative. 2 platanes sont abattus sur la nationale 113. 2 fusils mitrailleurs sont mis en position. Les groupes de René Foncrose, de Georges Brulé et d'Alexandre Besse arrivent et se placent de part et d'autre de la route. Une fois la colonne allemande en vue à environ 150 mètres, les fusils mitrailleurs des maquisards ouvrent le feu, mais les Allemands ripostent à coups de mortier, de mitrailleuses et de canons anti-chars. Très vite, la situation devient intenable, surtout qu'un mouvement tournant à l'ouest vers la Garonne est effectué par l'ennemi. Les maquisards débordés doivent alors se replier vers Bourrette et Fignan. C'est au cours de ce repli vers Fignan que Jean Lacaze sera tué. Son père, Raymond Lacaze, dira : « Je le vois, étendu dans le chaume, enfant vêtu d'un short, mourant pour une idée, sous le ciel bleu, dans le soleil. » Durant 2 jours, au carrefour de la Vitarelle, la 10e compagnie de l'armée secrète a barré la route aux Allemands, ralentissant ainsi leur progression vers la vallée du Rhône. Ils devront contourner Toulouse, qui depuis le 19 août se soulève et se libère grâce au FFI commandé par Serge Ravanel. De nombreux combats ont lieu, et plus particulièrement à la gare Matabio. Fait notable, la prison Saint-Michel a été libérée par les Toulousaines. Un mois plus tard, le 17 septembre, le général de Gaulle, au cours d'une tournée des grandes villes françaises, sera accueilli à l'aérodrome de Francazal par le commissaire de la République, Pierre Berthaud, et le commandant des FFI, Serge Ravanel. Il recevra un accueil chaleureux de la part des Toulousains, mais moins des chefs des maquis. Cependant, après un défilé organisé au pied levé par les maquisards, le général de Gaulle reconnaîtra leur mérite militaire. Pour terminer, un extrait de ce défilé. La foi, la confiance, faisant répondre à l'appel éclairant, anti-disant, épaule contre épaule, parons la mort pour retrouver, animé par le général de Gaulle, le flambeau de la liberté, patriote de paix, ce chant rempli d'espoir, qui vient pour vous tracer le chemin du devoir, les FFI sont les enfants de temps. Depuis le 20 août 1945, chaque année, une commémoration a lieu à la Vitarelle. Lors de cette première cérémonie, André Brunel, évoquant ses combats, déclare : « Nous étions fous, mais fous de douleur, en songeant à tous ceux des nôtres, à tous ceux patriotes torturés, tués, fusillés, fous de rage contenus depuis de si longs mois, pendant lesquels nous avons vu notre sol piétiné par le soudard nazi, notre beau pays vendu par des hommes de chez nous. Oui, nous étions assez fous pour donner une signification aux mots de patrie, de justice, de liberté, et prêts au sacrifice suprême, nous avons attaqué non seulement pour vaincre, mais surtout pour laver la honte de ces 4 années de défaite. Ce 20 août, vers midi, la division nazie passe et poursuit sa route vers Toulouse,
La libération de la France se poursuit. Certains jeunes maquisards s'engagent sur la durée de la guerre, ce qui les conduira à participer à la libération de la Pointe de Grave. C'est le pupitre suivant. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui n'a été possible qu'avec les sources suivantes. Nos historiens, nos mécènes, les membres du bureau qui m'ont fait revivre. Gérardine, Michel, Christian, Benoît et André.